Voici les titres à la une de votre journal. Un pêcheur porté disparu dans le secteur de la ravine des Avirons. L'homme de 51 ans serait tombé à l'eau au petit matin. Les secours ont été dépêchés sur les lieux, mais les recherches n'ont encore rien donné. Notre journaliste Victoria Karlamov est sur place. Nous la rejoindrons en direct dès le début de ce journal. Bonjour Victoria, alors quelles sont les informations dont vous disposez sur ce qu'il s'est passé ? Bonjour Maëlys, selon les dernières informations que nous avons recueillies, il s'agirait d'un pêcheur de 51 ans. L'homme serait tombé très tôt à l'eau, aux alentours de 3 h du matin. Ce sont d'autres pêcheurs, témoins de la scène, qui auraient donné l'alerte. La brigade nautique a alors été dépêchée sur place. Les secours étaient également équipés de drones, mais leurs recherches n'ont rien donné. La gendarmerie a donc pris le relais. Les recherches ne sont pas rendues faciles, avec une eau trouble et une forte houle qui commence à rentrer. Sur place, je peux vous dire que l'émotion est vive. Les proches du disparu sont venus sur les lieux. Et comme vous le voyez au loin, de nombreuses personnes sur la plage venues aider aux recherches. Parmi eux, Natacha, une amie de la victime. Nous avons recueilli son témoignage et je vous propose de l'écouter. C'est très difficile parce que d'autant plus que depuis 10 heures, là, les pompiers ils ont retiré le dispositif de sauvetage et de recherche et donc la famille se sent seule. Donc on fait appel aux particuliers. D'ailleurs, je profite s'il y a des gens de bonne volonté qui veulent venir nous rejoindre. Nous avons des amis qui arrivent avec des drones. Il semblerait que pour les pêcheurs, ce serait difficile de sortir, mais voilà, je lance quand même un appel. C'est une bouteille à la mer du coup, mais voilà, toute aide est bienvenue là dans cette épreuve. Le maire des Avirons est attendu sur place aux côtés des proches de la victime. Pour l'instant, les secours ont stoppé leurs recherches. On ne sait pas pour l'instant si elles reprendront dans l'après-midi. Merci Victoria Karlamov pour ces précisions. Des États-Unis jusqu'à la Réunion, c'est le FBI qui a d'abord mené des investigations avant de remonter jusqu'à notre île sur les traces d'un jeune homme habitant à Saint-Denis. Selon les premiers éléments, il aurait proféré des menaces de mort sur Twitch, un site de streaming vidéo en direct. Et c'est le RAID qui a procédé hier à son interpellation. On fait le point sur les derniers détails de cette information. Antenne Réunion dans ce reportage de Victoria Karlamov avec Sébastien Sabinada. Il est environ 18 h hier lorsque le RAID intervient dans cet appartement de Saint-Denis. Après avoir fracturé la porte d'entrée, les hommes de l'unité d'élite interpellent un jeune homme de 26 ans et retournent l'appartement à la recherche d'une arme potentielle. Aucune n'est retrouvée sur les lieux, mais les ordinateurs sont saisis. L'individu aurait proféré des menaces de mort sur la plateforme de streaming Twitch et il aurait notamment dit vouloir faire un massacre. L'appartement où il se trouvait est celui de sa compagne, présente au moment de l'interpellation. Nous avons pu échanger avec elle. La jeune femme était encore en état de choc. J'étais en train de réviser et j'ai été mise à part. Je n'ai vraiment rien compris à ce qui se passait. J'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Le suspect a été placé en garde à vue au commissariat Malartic où il est actuellement interrogé. Selon sa compagne, il était très casanier et passait ses journées enfermé. Le dossier a démarré à des milliers de kilomètres de notre île. C'est une alerte du FBI qui a permis de remonter jusqu'à l'individu. Les services judiciaires de la Réunion ont été prévenus par l'ambassade des États-Unis. L'enquête se poursuit maintenant dans notre département pour tenter de déterminer les motivations du jeune homme. Selon les premiers éléments, il n'était pas connu de la justice jusqu'à présent. Au palais de justice, les précisions de Victoria Karlamov. 8 jours de plus en zone d'attente, confinés dans l'hôtel Le Select à Saint-Denis. C'est ce qui attend les 6 naufragés qui étaient reçus ce dimanche en audience par le juge des libertés, ici, au palais de justice. Leur avocat entend bien faire appel de cette décision, une décision qu'il juge absurde. Écoutez-le. On a d'un côté une administration française, en l'occurrence la police aux frontières, qui fait le travail. À savoir qui prend attache avec les autorités consulaires, avec les autorités du ministère des Affaires étrangères français pour pouvoir débloquer la situation et obtenir des autorités consulaires iraniennes ou pakistanaises ou bangladaises la délivrance d'un laissez-passer avec lequel ils pourront voyager et se retourner dans leur pays. C'est ce bout de document, ce bout de papier qui fait défaut et que l'on attend. Et en face, on a des autorités consulaires qui ne sont pas réactives.
Pour rappel, le 12 mars, 6 naufragés originaires d'Iran, du Pakistan et du Bangladesh ont été secourus après un naufrage dans le golfe du Mozambique. Rapatriés à Saint-Denis, ces hommes âgés de 36 à 72 ans ont été ensuite présentés à un juge des libertés et de la détention. Depuis, ils ont été placés en zone d'attente et maintenus dans des chambres d'hôtel le temps de comprendre ce qu'ils attendaient de l'État français. Aujourd'hui, selon leur avocat, ils ne demandent pas l'asile mais souhaitent juste rentrer chez eux. La baignade restait interdite en raison de la mauvaise qualité de l'eau jusqu'à aujourd'hui. On peut désormais y accéder, s'y baigner en toute sécurité selon les dernières analyses. Et en ce samedi au soleil, eh bien, c'est une très bonne nouvelle. Sur place, le reportage de Victoria Karlamov. Ici, sur la plage du centre-ville de Saint-Leu, le drapeau vert est levé, la baignade est de nouveau autorisée. Le drapeau est en revanche jaune sur la plage de la Citerne 46. Cela faisait un mois qu'il était interdit de se baigner à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Aujourd'hui, les dernières analyses faites par l'ARS prouvent qu'il n'y a plus aucun danger. Et le soleil est au rendez-vous ce samedi matin pour accompagner les baigneurs. Eh ben, c'est formidable parce que nous, ça fait à peu près 3 semaines qu'on est arrivés. Et du coup, on aller à la Saline, ailleurs, quoi. Et là, d'avoir appris que c'était rouvert aujourd'hui, on était très, très heureux. On attendait ça avec impatience, avec mon fils. On est là généralement tous les week-ends, donc on est enfin heureux que ça ait réouvert, que l'eau soit propre. Et en plus, on est un peu privilégié parce qu'il n'y a pas grand monde encore. Beau temps, belle mer ce matin, donc l'eau est plutôt claire. Donc c'est vraiment très agréable. Je suis quand même contente qu'on puisse se rebaigner, ça, tout le monde le dit, hein, mais je trouve qu'elle n'est pas très très claire encore. Les nageurs profitent donc pleinement de cette journée, ravis de retrouver la mer et de pouvoir se détendre en toute sécurité. Entre deux ronds-points, Victoria Karlamov et Gaëtan Payet, vous entendez le micro. Selon la dernière étude du néo-assureur Léocard, 82% des Français perdent patience au volant. Et vous, qu'est-ce qui vous énerve le plus? On est parti vous poser la question. Actualité du jour, nous revenons à présent sur ce scandale parti depuis la plage de Trou-d'Eau et qui a pris beaucoup d'ampleur sur les réseaux sociaux. Marie a filmé des ébats sexuels dans l'eau il y a un mois. La vidéo a été depuis massivement partagée, suscitant l'indignation. Elle était convoquée cet après-midi à la brigade de gendarmerie de Saint-Gilles, accusée notamment d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Plusieurs personnes sont venues la soutenir sur place. On fait le point dans ce reportage de Victoria Karlamov. Madame fait l'amour sur la plage et c'est nous la pose de l'intimité. Ça apprend de l'intimité, ça apprend de rien. Devant le commissariat de Saint-Gilles, des personnes venues soutenir Marie. C'est elle qui a filmé le 23 février dernier ces deux couples nus sur la plage de Trou-d'Eau en train d'avoir une attitude qu'elle estimait déplacée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est elle qui est convoquée au commissariat de Saint-Gilles pour répondre de captation et enregistrement des paroles d'une personne présentant un caractère sexuel et d'utilisation d'enregistrements obtenus par une atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui. Une convocation que ses soutiens ne comprennent pas. Que ce soit nous qui soyons obligés de nous justifier au regard de la loi. Ça n'est pas possible, ça n'est plus possible. Ça me trouve ça aberrant. On aurait dit, moi même pas dit même, peut-être que ça n'aurait pu convoquer elle pour ça. Mais on aurait dû régler le problème numéro 1, c'est-à-dire les gens tout nus sur la plage à 8h du matin. Il est difficile. Nous voit comment le système est patriarcal, est très raciste. Une femme rayonnaise, c'est lui, il goûte plus, il est en arrêt de travail, il est en souffrance, il a un vrai traumatisme. Le collectif Vol pas Grand-Bois est également sur place, venu de Saint-Pierre pour défendre Marie. Parce que pour moi, c'est une injustice d'être retournée de la situation qu'elle a vécue. Et donc moi, en tant que rayonnaise, je suis là pour la soutenir. Sera-t-elle poursuivie suite à cette convocation ou bien les charges seront-elles abandonnées? Difficile de le savoir. Après 2h30 d'audition, Marie et son avocat ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet. Voyez ce reportage de Victoria Karlamov. Ils sont en colère et l'ont exprimé ce vendredi à la mairie du chef-lieu. Les habitants de la colline dans le secteur bas de la rivière réclament des solutions de relogement. Ça fait X de temps qu'on attend, j'avoue même plus de 100 ans qu'on attend, mais on est toujours les oubliés. J'ai tout perdu, tout perdu. Plus de maison, plus rien. En fin de compte, il n'y a que des langues de bois. Ils n'ont pas voulu prononcer le mot expulsion, le mot qui fâche, le mot qui met en colère les gens. C'est-à-dire ils vont devoir expulser tout le village, détruire tout le village. C'est ce qu'ils projettent. Au fond de la rivière réside encore la culture rayonnaise. C'est un sanctuaire de notre culture. Parmi les 35 familles, 2 ont déjà été relogées et une est actuellement en hébergement provisoire. Une enquête sociale est en cours pour déterminer si les autres familles seront éligibles à une proposition de relogement. Et il s'agit de se mettre d'accord avec les familles sur les conditions d'une possibilité
de relogement ou de relocalisation sur un autre site, puisque aucune des solutions qui ont été envisagées ici ou là, endiguement, enrochement, n'a été validée. On maintenait ces familles-là sur place et on mettrait leur vie en danger. Donc on va au niveau de la ville, en accord avec l'État, en accord avec les bailleurs, proposer des solutions de mise à l'abri des familles. Même discours du côté de Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture, qui souligne lors de la réunion son désir d'apporter une aide et d'accompagner les personnes concernées. Les habitants ont posé beaucoup de questions. Il y a des questions auxquelles on peut répondre et d'autres qu'il faut qu'on regarde. On va essayer de faire notre maximum. Je ne suis pas certain que les propositions qui ont été évoquées soient forcément les bonnes, mais aujourd'hui, on ne ferme aucune porte. Plus d'une vingtaine de familles restent encore dans l'incertitude ce soir et dépendent aujourd'hui de l'avancée des démarches entreprises pour les autorités. Opération suivie ce matin par Victoria Karlamov. 17 électriciens mauriciens sont actuellement présents sur l'île, répartis sur 3 zones, Étang-Salé, Saint-Leu et Saint-Benoît. Ces professionnels sont venus en solidarité après le passage du cyclone Garance. Il y a toujours la solidarité entre les îles dans les Mascareignes. Il y a le gouvernement mauricien qui a pris la décision de venir en aide et la direction du board qui nous a donné l'aval pour venir ici prêter main forte à EDF Réunion. Nous allons descendre le câble pour réparer et ensuite reconnecter au réseau. Nous sommes venus à La Réunion pour aider, nous aimons bien ça. Nous partageons un peu l'expérience, Maurice et Réunion, tout ça. À Saint-Leu, l'équipe est à l'œuvre sur une opération d'élagage et de réparation de lignes basse tension. Un chantier qui dure entre 1h30 et 2h et qui mobilise des compétences conjointes d'EDF et de la CEB Maurice. C'est la solidarité de Maurice, compte tenu du fait que ce cyclone Garance a été le plus fort que La Réunion ait connu depuis plus de 50 ans qu'EDF est à La Réunion. La solidarité des électriciens de l'océan Indien s'est exprimée et nos collègues de Maurice se sont proposés pour venir nous aider dans cette tâche immense qui est de réalimenter le service public. Cette intervention est cruciale pour restaurer l'électricité dans un quartier de Saint-Leu qui avait été privé de courant. Grâce à cette opération, plus de 50 foyers pourront bientôt retrouver l'accès à l'électricité. Est-ce qu'il faut retenir avec Victoria Karlamov ? Devenir propriétaire, un rêve pour beaucoup, mais face au prix de l'immobilier, le parcours peut être semé d'embûches. Heureusement, un dispositif existe pour aider les primo-accédants, le prêt à taux zéro. Ah, c'est super, c'est vachement rare ce truc-là. Pour ceux qui font des prêts, pour les jeunes, ça vaut le coup, quoi. J'ai une famille, j'ai 2 enfants et ma femme du coup, donc ça va me servir. Donc je vais voir avec qui je peux voir ça, quoi. Mais ça doit être sûrement bien parce que c'est à taux zéro, c'est impeccable. Maintenant, un taux est à facilement à 5-6%. Je pense que c'est super intéressant. Dans la mesure où ça va faciliter l'acquisition d'un bien. Ce coup de pouce financier permet à certains ménages de concrétiser leur projet d'achat en réduisant le coût global du crédit. Ça s'adosse forcément à un prêt principal. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un prêt qui a 0% d'intérêt. Donc, ce qui va permettre aux acquéreurs, aux candidats emprunteurs, d'avoir un peu plus de sommes empruntées et bien sûr d'acheter peut-être un peu plus de mètres carrés. Il y a 2 ans de ça, il était pour les maisons neuves et appartements, ça a été recentré sur les appartements neufs. Et là, donc, depuis la semaine dernière, donc ça y est, le PTZ a été de nouveau étendu aux maisons neuves et dans les zones détendues, étendues, donc sur tout le territoire national et local. Prolongé jusqu'en 2027, il s'ouvre désormais à un grand nombre de foyers. Mais alors comment obtenir ce prêt à taux zéro ? Ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 2 dernières années, et ne pas dépasser un certain plafond de ressources. Et également la nature du projet. Donc à La Réunion surtout, c'est réservé à l'acquisition de logements neufs. Alors c'est une nouveauté où on reprend l'ancien en fait. Il faudra donc encore patienter avant que les établissements bancaires puissent s'adapter et proposer ce prêt dans les meilleures conditions. En attendant, les futurs acheteurs doivent rester attentifs aux annonces officielles et bien préparer leur dossier pour être prêts dès que le dispositif sera réellement opérationnel. Et le capitaine Jean-Baptiste Mire du SDIS au micro de Victoria Karlamov. Cette inauguration, sensibilisation aussi au harcèlement, aux violences sexuelles, à l'inceste, via l'engagement notamment de Prune, 16 ans, militante de l'association Mon Petit Loup. À son arme, la musique. Rencontre, reportage Victoria Karlamov. Il n'y a plus de nuances, j'ai perdu mon innocence.
Prune est venue chanter face aux élèves du CP au CM2 dans l'école de l'Ermitage avec une mission bien particulière. Briser le silence autour du harcèlement à travers une chanson engagée et pleine d'émotions. C'est une bonne idée parce que ça permet de le dire de façon ludique. J'ai adoré la chanson. On a compris que ça parlait du harcèlement. J'ai compris toutes les paroles. Ça nous aide contre le harcèlement, ça nous explique plein de choses. Membre de la Civis, Prune s'engage pour sensibiliser aux violences sexuelles et à l'inceste. Elle participe à des actions comme les bancs de l'amitié et depuis 2 ans collabore avec l'association Mon Petit Loup, alliant musique et engagement. Moi j'ai été harcelée pendant longtemps et j'ai vécu aussi des violences sexuelles dans mon lycée. C'est pour ça que je suis là, que j'ai décidé de m'engager pour la cause. Et puis en fait, du coup maintenant je fais l'école à la maison, ça me donne vraiment du temps pour faire ce que j'aime. J'ai l'impression d'être vraiment utile. J'ai toujours utilisé la musique comme une arme en fait, comme une arme pour me protéger, pour protéger les autres. Et je vais pouvoir mettre cette arme à disposition pour pouvoir aider et protéger le plus d'enfants possible. Une mobilisation collective qui renforce le message de sensibilisation porté par Prune. À ses côtés, Nicolas Puluen met lui aussi son engagement au service des enfants. Le but de venir ici, c'est de porter ce message en apportant des chansons simples et efficaces. Voilà, pour parler de choses dures. On agit avec la musique et la littérature pour porter haut cette cause auprès des enfants. Une rencontre forte en émotion où la musique devient un levier pour libérer la parole et protéger l'enfance. Un symbole maintenant pour peut-être libérer quelques émotions. Un banc de l'amitié installé dans la cour de l'école de l'Ermitage pour accompagner un copain, une copine un peu triste, pour aider un élève timide à se faire quelques dallons. Écoutez à ce propos Léonie, élève et membre du conseil municipal des enfants, et Élodie Janel, brigadier chef principal de la police municipale de Saint-Paul, intervenue en classe pour l'occasion, interrogée par Victoria Karlamov. Alors c'est le banc d'amitié qui a été mis en place déjà dans 24 écoles et celle-ci c'est la 25e école. En général, si les enfants sont tristes, n'ont pas d'amis ou ont des problèmes, ils peuvent venir s'asseoir sur ce banc et donc il y aura ses camarades ou même des professeurs qui pourront venir aider, qui pourront venir le voir, lui poser des questions pour un peu leur demander pourquoi ils sont comme ça et ça peut aider des personnes. Aujourd'hui, lors de l'installation du banc de l'amitié, de la mise en place également de l'escape game, je suis intervenue pour les classes de CP et CE1 pour leur expliquer l'utilisation du banc de l'amitié, parce que les CP et les CE1 ils sont aussi concernés puisqu'ils font partie de cette cour de récréation. Et je leur explique aussi brièvement, parce qu'ils sont encore petits, c'est quoi le harcèlement et qu'est-ce qu'il faut faire en situation de harcèlement, c'est-à-dire prévenir un adulte ou savoir dire stop. Qu'en pensent les acteurs du sport chez nous? Reportage Victoria Karlamov avec Léa Gugelman. Interdire tout port de signes religieux dans la compétition sportive, une proposition qui fait débat. Qu'un est libre de porter ce qu'il veut et que en aucun cas ça va offusquer d'autres personnes ou autres. Quand on va faire une performance sportive ou autre, on a besoin que du minimum. On ne va pas se promener avec une chaîne, avec une croix ou autre. Les professionnels du secteur du sport se montrent mitigés face à ce projet de loi et à son application à La Réunion. C'est vrai que ce qui se passe en métropole, c'est une chose. Ce qui se passe ici, c'est autre chose. Est-ce que c'est une variable? Il faut vraiment ne pas changer ce qui marche quelque part et ce qui marche moins ailleurs. Bah, effectivement, il faut le modifier. Mais ici, je vois pas en quoi cette loi apporterait une solution à La Réunion. Je pense qu'elle amènerait peut-être plus un problème. Dans les différentes ligues, le port de signes religieux est interdit. Le sport doit être un lieu de rassemblement, doit être un lieu où chacun doit avoir sa place, où doit être accessible à tout le monde. Après, les convictions individuelles, personnelles, on les garde, on les a, mais lors du terrain, c'est neutre. Et aujourd'hui, ça devient un problème parce qu'on est en train de communautariser, mettre les gens chacun dans son côté et dire qu'on peut pas, on peut, non, mais au lieu d'essayer de comprendre. Interrogé, le sénateur Stéphane Foissin a affirmé qu'il votera contre ce projet de loi. Les autres sénateurs réunionnais, quant à eux, attendent les directives nationales avant de se prononcer. Pour honorer la mémoire des disparus, rappeler leur engagement, l'hommage aux héros de la gendarmerie nationale aujourd'hui, à cérémonie à la caserne de la Redoute à Saint-Denis, en présence du préfet Patrice Latron, du général Frédéric Labruni, commandant de la gendarmerie de la Réunion, d'élus et d'autres personnalités des autorités judiciaires, administratives ou militaires. Image signée Victoria
Kharlamov. Le salon, ce samedi déjà, l'ouverture du salon international de l'agriculture à Paris, avec de la Réunion dedans, évidemment, les produits, les saveurs, savoir-faire de l'île présents du 22 février au 2 mars, notamment sous l'égide du département. À écouter à ce propos son président Cyril Melchior, interrogé par Victoria Kharlamov. Cérémonie d'hommage aux héros de la gendarmerie nationale, mémoire rendue aux gendarmes décédés dans l'exercice de leurs fonctions au cours de l'année. Cérémonie en présence du préfet de la Réunion et du général Frédéric Labrunie, commandant de la gendarmerie de la Réunion. Écoutez ces quelques réactions au micro de Victoria Kharlamov. Cette journée du 16 février... J'en viens à cette nouveauté inaugurée il y a tout juste 6 ans, le Shore. Les précisions avec Victoria Kharlamov et Léa Gugelman. Nouvelle structure en bois, bâtiment moderne, voilà à quoi pourrait ressembler le Shore à l'horizon 2030. L'investissement s'élève entre 45 et 50 millions d'euros pour le Shore 2, mais avec une pression démographique importante dans l'Ouest, un projet de Shore 3 est déjà en réflexion. On évoque régulièrement, la Réunion fait malheureusement partie des 3 régions au monde la plus touchée par le diabète. 86 000 Réunionnais concernés en 2024, chiffre de Diabète Nutrition Réunion, et des nouveaux diagnostics en forte augmentation chaque année. Une maladie non sans conséquences pour la santé et dans le quotidien. Alors comment réapprendre à vivre avec un diabète? À Saint-Denis, à l'occasion du premier village diabète organisé à la Nordève, témoignages et explications avec Victoria Kharlamov et Nathalie Fauvette. Diagnostiquée diabétique il y a 20 ans, Tatiana ne prend pas la mesure du danger. Elle ne réagit pas, mais la maladie progresse. J'ai pas fait attention, j'étais vraiment dans le déni. Et c'est là que ces 5 premières années-là où j'ai fait beaucoup de damage, j'allais dire beaucoup de dégâts à mon corps. J'ai pas fait attention et aujourd'hui c'est venu me rattraper et j'ai été amputée. Voilà. Faites attention. Tout simplement, dès qu'on vous dit que vous êtes diabétique, c'est pas changer toute votre vie, mais il faut l'améliorer. Améliorer le quotidien, le riz au quotidien, c'est difficile. Toutes les personnes croisées ce matin attachent une importance particulière à une prévention, le dépistage. Je suis là aujourd'hui pour essayer de me faire dépister pour voir si je suis atteinte de diabète ou pas et combien de temps encore je peux passer entre les mailles du filet. J'espère être le plus bas possible. Je viens me faire dépister pour savoir si mon taux de glycémie est en hausse là ou en baisse. Je suis venue pour faire comme les autres, pour regarder un petit peu ce qui se passe, quoi. Pour aider les malades, des professionnels de santé les orientent dans ce salon avec un objectif, sensibiliser. Pour détecter la maladie, il faut faire un test et on mesure ce qu'on appelle le taux de sucre dans le sang. Et c'est à partir de ça, la norme, c'est un 26 mg. C'est-à-dire que quand on a au-dessus de 26 mg, on est diabétique. Il ne faut pas oublier qu'il y en a certainement au moins une 10 ou 20 000 qui sont diabétiques sans le savoir. Parce que le diabète de type 2 est un diabète qui est souvent silencieux. Et si on ne va pas faire de prise de sang pour le savoir, eh bien on peut être diabétique sans en connaître la présence. Le village du diabète sera ouvert aujourd'hui et demain. Pour rappel, on recense 4000 nouveaux cas par an à La Réunion. Bien s'hydrater en période de forte chaleur, recommandation des professionnels de santé. Et oui, depuis décembre, le temps est particulièrement bien ensoleillé. Alors comment éviter les risques et les insolations? Mode d'emploi avec Victoria Kharlamov et Inès Esnault. Chapeau, parasol, ombrelle. Tout est bon pour se protéger du soleil. 10h, au marché des Camélias à Saint-Denis, le soleil tape déjà. Le thermomètre affiche 27 degrés à l'ombre. Écoutez, j'essaye de faire les courses assez rapidement dehors pour éviter de rester trop longtemps au soleil. Le chapeau quand je sors et boire beaucoup d'eau pour éliminer. Vraiment dur, je ne peux pas sortir comme ça, il faut que je mette le chapeau. C'est tellement qu'il fait chaud. Pour ce producteur, sur son exploitation ou sur le marché, il faut s'adapter pour éviter l'insolation. Toujours une casquette, parce que le soleil après creuse le crâne. Dans le champ, on commence plus tôt, on commence à 5h du matin jusqu'à 10h, après on arrête. Sinon on ne peut pas. Sinon il faut qu'on s'assoie avec un parasol sur la tête. On ne peut pas. Au-delà de la crème solaire. Bon, ça c'est des brumes de thermal pour se rafraîchir le visage en cas de coup de chaleur. Pour ce pharmacien, il est important d'adopter des gestes simples pour se protéger de la chaleur et du soleil. C'est pas compliqué. Se vêtir légèrement, être le plus à l'ombre
et s'hydrater en permanence. C'est le seul geste que je connaisse et qui soit logique. Lorsque la température dépasse 36-37 degrés, elle est considérée comme dangereuse, surtout pour les gramounes et les marmailles. Au départ, les signes de déshydratation sont minimes, langue asséchée, fatigue et maux de tête. Ces alertes montrent que notre corps a besoin d'eau. En fait, ce que ça entraîne lorsque les gens sont exposés longtemps à des températures élevées et qui ne boivent pas suffisamment, la prévention, c'est boire en fait, essentiellement c'est boire. Dans ce cas-là, on peut entraîner en fait au niveau des reins surcharge en fait et de l'acidité qui se met en place et entraîner ce qu'on appelle une insuffisance rénale et effectivement hospitalisation, ça peut être de la dialyse, les reins qui ne fonctionnent plus du tout. Donc c'est vraiment un réel danger. Pour un adulte, il est recommandé de boire 2 litres d'eau par jour et au moins un verre d'eau toutes les heures. La mairie l'annonce officiellement aujourd'hui. Le dispositif qui interdisait les sorties aux mineurs de moins de 16 ans après 22 heures dans le quartier Fayard ne sera pas reconduit. Précision et bilan avec Victoria Karlamov et Sébastien Saminada. Couvre-feu levé et non reconduit, ce jeudi, le maire de Saint-André dresse un bilan positif à un mois supplémentaire de restrictions. Et il était temps. Il était temps, et pour le bien de tout le monde, que ce soit pour les mineurs isolés et puis surtout pour les familles qui ne demandent qu'à vivre dans la paix, tranquillement et sereinement. Donc voilà, je ne regrette pas mes arrêtés parce qu'il fallait le faire. Le maire salue également les mesures préfectorales, notamment le renfort de l'équipe de gendarmes mobiles de Nîmes qui intervient conjointement avec les effectifs de police nationale. Mais quand même pas mal d'actions en place, et notamment les gendarmes mobiles qui restent mobilisés ici à Saint-André jusqu'à au moins la fin de l'année. Donc c'est quelque chose qui est en train vraiment de faire son chemin, et je pense que les mesures commencent vraiment à se faire voir. Ce deuxième couvre-feu, déployé en janvier dernier, avait pour but d'apaiser les tensions et freiner l'évolution des phénomènes de bande. Le maire de la ville réfléchit désormais avec les autorités à des mesures pérennes pour tenter d'éradiquer les violences urbaines dans le quartier Fayard. Quittons Grand-Anse pour Saint-Leu. Là-bas, la baignade n'est toujours pas autorisée en ce moment. Et ça, depuis le passage de Garance. La qualité de l'eau étant jugée trop mauvaise. Impossible pour les baigneurs, mais aussi pour les surfeurs de plonger dans les vagues. Un coup d'arrêt qui crée quelques remous dans l'activité, autant pour les professionnels que pour les commerces directement liés au secteur. Des précisions dans ce reportage de Victoria Karlamov. Julien surfe depuis l'âge de 10 ans, un lien intime avec l'océan qu'il vit à la fois comme un métier et une véritable passion. L'eau impraticable depuis 3 semaines l'empêche de retrouver la vague qu'il aime tant. Un surfeur qui attend avec impatience le moment de pouvoir enfin se remettre à l'eau. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un phénomène naturel, donc il faut l'accepter. C'est vrai qu'il y a une petite frustration de surf, de vagues, mais étant donné que l'eau est quand même impropre à la baignade, on le voit, donc c'est quand même déjà une première barrière qui fait qu'on se fasse une raison. Ça me rend triste d'une certaine manière, mais ça va, il y a pire. Donc on va dire que c'est un loisir qui est mis entre parenthèses. Ce problème impacte aussi les commerces liés à ce sport. Dans cette école de surf, tout est suspendu, les planches sont rangées en attendant de pouvoir reprendre les cours dès que la situation le permettra. Là déjà, ça fait presque plus de 20 jours qu'on est à l'arrêt complet. Donc nous, on est un club, donc à la base, on est vraiment pour le développement de la pratique. Donc c'est un stand-by et une perte pour toutes les activités du surf actuellement. Nous, on a la chance d'être salariés, mais on travaille avec beaucoup de moniteurs de surf qui sont quand même des travailleurs indépendants. Et pour eux, c'est quand même un impact direct sur leur fin de mois, en fait. Pour l'instant, on va rester prudent, on va écouter les conseils avisés des experts, mais on a hâte en tout cas que ça reprenne. Malgré les difficultés actuelles, Julien et les acteurs du surf restent optimistes. L'attente est longue, mais l'amour pour la mer et la passion du surf ne faiblissent pas. Une rencontre était organisée aujourd'hui pour tenter d'apaiser les tensions. Sur place, Victoria Karlamov, Sébastien Saminada. Une extension qui divise, la ZAC Kanabadi, pourrait bientôt s'agrandir de 6000 m². Un projet sur les rails, mais qui ne fait pas l'unanimité. Moi, je préfère quand même rester centre-ville. On a toujours été habitués centre-ville. Ça a toujours été comme ça. En ville, il y a plus de magasins que dans le centre commercial, mais il fait aussi trop chaud en ville. Du coup, ça dépend un peu des deux. C'est à voir dans le futur, puis c'est pas fait encore. Peut-être, pourquoi pas. Mais vu mon âge, ça ne m'intéresse plus non plus d'aller aussi loin de mon quartier. Ce projet d'extension vise à renforcer l'attractivité commerciale de la zone, mais du côté des commerçants, les avis sont partagés. Ça va être catastrophique pour la ville.
Nous ici déjà on est très impactés vu qu'on n'a pas de place de parking. Tout est payant, la moindre place est payante et les gens fuient la ville. Ça fait que c'est la mort de la ville, quoi. Je pense que forcément les gens ils vont partir dans les centres commerciaux où les parkings ils seront gratuits et puis ils vont trouver facilement tout à proximité. Pour le collectif des artisans et commerçants du centre-ville de Saint-Pierre, le projet peine à convaincre. Nous appelons donc Monsieur le maire à prendre la mesure de ces enjeux, à engager un véritable dialogue avec notre collectif et à mettre en œuvre des actions concrètes pour redynamiser notre centre-ville. Le maire de Saint-Pierre se range du côté des commerçants et soutient sa ville. Je comprends l'inquiétude des commerçants. Je suis d'accord avec eux, c'est qu'aujourd'hui, ils ont besoin de se refaire une santé. Je comprends qu'il est compliqué aujourd'hui pour le petit commerce du centre-ville et que Saint-Pierre a besoin de souffler, les commerçants ont besoin de souffler. Et c'est pour ça que nous ne mettrons pas un avis favorable pour l'installation de grandes surfaces supplémentaires. Reste à savoir quel sera l'avenir de ce projet. La décision sera rendue prochainement. Du croustillant et du moelleux maintenant, le concours du meilleur croissant à Saint-Paul, lycée hôtelier Christian Antou. Aujourd'hui, les candidats à 12 élèves en bac pro boulangerie-pâtisserie, 5 heures d'épreuve. Les 2 premiers sélectionnés pour représenter la Réunion au concours national début mai. Ce sera à Caen, en Normandie, avec du bon beurre. Un reportage Victoria Karlamov, Émile Lemoine. 4 critères pour 2 vainqueurs, la forme et la régularité du croissant, sa couleur et son feuilletage, la texture de la mie et enfin sa saveur. 2 heures pour fabriquer 24 croissants, 2 heures de repos et 1 heure pour les cuire. Au départ du concours, les lycéens se disent prêts. Sur le concours du meilleur croissant régional, pour l'instant ça va. Je pense que ça va. Je suis dans les temps, je laisse juste ma pâte reposer au froid. Bon, je ne fais pas les mêmes erreurs que j'ai fait pendant les entraînements. Fabriquer un croissant requiert une maîtrise bien particulière. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Là, je façonne. C'est-à-dire, je vais rouler le croissant pour lui donner sa forme. Le jury est impressionné par l'efficacité des jeunes à la mi-concours. Quand on voit les dernières minutes, le nombre de personnes qui n'avaient pas fini, je vous garantis que c'est vrai que ça met un peu de pression. C'est pour ça que je n'hésitais pas à leur donner leur temps parce que c'est important. Hein. 1 point de perdu par minute, c'est énorme. Donc sur le total des points, donc je suis bien content qu'ils aient fini à l'heure. Une fois les croissants reposés, les apprentis boulangers remettent la main à la pâte. Il y a un beau résultat parce qu'on peut voir qu'il y a quand même assez une bonne fermentation. Et après, à voir au four s'il y aura quand même un bon résultat. Quand on met au four, il faut mettre assez rapidement au four pour pas que la température descende de trop. C'est parti pour 16 minutes de cuisson à 200 degrés. L'objectif, un croissant doré. David Loganzo, président du jury, se dit satisfait. C'est beau pour la profession d'avoir des jeunes qui sont passionnés par ce métier-là parce qu'on a du mal à trouver des jeunes motivés. Donc quand on voit des jeunes comme ça qui font un travail d'excellence, moi je suis content, je suis heureux. Les 2 lauréats de ce concours sont Nathan Etev et Chloé Badja. Ils s'envoleront pour Caen le 5 et 6 mai pour l'épreuve nationale. Construction de l'île de Parfum. Écoutez les précisions sur ce plan de Michel Dijoux, président de la DIR, et Didier Estève, directeur général adjoint du Crédit Agricole Réunion Mayotte, interrogé par Victoria Karlamov. On écoute Michel Dijoux, président de la DIR, et Didier Estève, directeur général adjoint du Crédit Agricole Réunion Mayotte, interrogé par Victoria Karlamov. On écoute les propos d'une des voisines et le capitaine Jean-Baptiste Mire du SDIS au micro de Victoria Karlamov. Découverte devant la caméra de Victoria Karlamov. Après quelques minutes de marche, nous pouvons observer un gecko de Manapani. C'est ici, dans cet environnement calme, que réside cette espèce en voie de disparition. Il est en danger critique d'extinction. Normalement, la population la retrouve surtout sur la zone de Manapani, d'où son surnom de Gécovien de Manapani. Mais effectivement, sur cette zone-là, on a réussi à le retrouver en 2017. On le reconnaît, ici, il n'y a pas les invasifs. Donc, quand on tombe sur un alpha comme ça, on reconnaît tout de suite le Gécovien de Manapani. Il y a un arrêté municipal qui interdit l'accès. Enfin, qui interdit l'accès, c'est les usages, ça réglemente les usages. Un petit reptile endémique de la Réunion, dont les nuances de vert et de brun lui permettent de se fondre parfaitement dans le décor. Ce gecko se cache à l'ombre, au cœur des feuilles de Vacois.
Sur le site du bassin 18, une dizaine de ces petits reptiles peuvent être aperçus dans le calme. Et sur ce site donc, de bassin 18, ils ont découvert une population du gecko de Manapani et ils sont en train de tout faire justement pour restaurer, pour leur offrir les meilleures conditions pour que cette population puisse rester. Les efforts de conservation sont donc essentiels pour garantir la survie de cette espèce rare, véritable témoin de la richesse naturelle de l'île. Chaque participant a commencé à préparer ses coupes, ses chignons, pour espérer décrocher un ticket pour la suite de la compétition qui se déroulera dans l'Hexagone. Au centre d'apprentissage, le reportage de Victoria Karlamov. Elmondine fait partie des 15 candidats présents ce dimanche matin au CMA Formation de Sainte-Clotilde. Cette coiffeuse professionnelle va devoir démontrer ses compétences en un peu plus d'1 heure sur cette épreuve intitulée Fashion Week. C'est une petite queue de cheval qui est tendance en ce moment et le tout sera mis en valeur avec des paillettes, avec une coiffure moderne. Ce concours sert de tremplin entre le niveau départemental et le concours national. Le gagnant décrochera une place pour représenter la Réunion dans l'Hexagone et continuer la compétition. Ça me permet de poser un challenge, de me surpasser surtout. Parce que comme chaque jour, la coiffure, c'est un métier de la mode. Donc, il faut chercher tous les jours des nouveautés. Ouais. La coiffure, avant tout, pour moi, c'est une passion. Parce que ma mère, elle était coiffeuse. Du coup, j'ai grandi dans la coiffure. Et je ne considère pas comme un métier, mais c'est plutôt une passion. Son mari est présent à ses côtés pendant l'épreuve pour la soutenir et la motiver. Je suis très fier d'elle. Elle a fait un super travail. Comme d'habitude, quand elle fait un travail, c'est vraiment minutieux. Elle vraiment, je suis très fier d'elle. On a travaillé très tard, toute la nuit. Première épreuve finie, place à la cut and color, la deuxième épreuve du championnat. Elmondine, sereine, se sent prête et confiante pour poursuivre l'aventure. Dans l'océan maintenant, la disparition des vigies requins renforcés, annonce du sous-préfet de Saint-Paul en marge du symposium consacré à la gestion du risque requin la semaine dernière. Le dispositif créé en 2015 par la Ligue de surf pour sécuriser la reprise de la pratique. Il a montré son efficacité, mais un risque persiste et pourrait représenter même un danger pour ces vigies. 29 employés sont concernés. Les explications Victoria Karlamov avec Hélène Chaplet. Hugo et Jade font partie des 24 salariés que comptent les vigies requins renforcés. En CDI depuis 2023, ils ont pour mission de surveiller 8 spots de surf à Saint-Paul et l'étang Salé. Un dispositif qui va prendre fin le 15 avril prochain. Par conséquent, tous s'apprêtent à être licenciés économiquement. Nous, c'était un métier passion et qu'on se sentait utile. Donc, si demain il n'y a plus ça, on ne sait pas trop. En CDI, on sait pas trop ce qui va se passer. Ils ont pour mission de surveiller. Voilà, c'est un peu la question de demain, et puis surtout comment les Réunionnais, les usagers de la mer, vont faire pour se sentir à nouveau en sécurité, parce qu'on était quand même appréciés, je pense, et on nous faisait des retours souvent. On nous disait souvent merci d'être là. Hervé, le directeur de la VRR, va lui aussi perdre son emploi. Il va faire valoir ses droits à la retraite, mais il quitte cette aventure sans cacher son amertume. Alors que nous étions dans l'eau en 2015, au plus profond de la crise requin, aujourd'hui le problème n'est plus le même. La preuve en est, c'est qu'on ouvre l'eau à l'ensemble des baigneurs avec du PMT. Et aujourd'hui, on vient nous reprocher que c'est dangereux alors qu'il n'y a plus de danger. Il y a un truc que je ne comprends pas là. Les 5000 pratiquants comptabilisés par la Ligue de surf devront désormais compter sur la Water Patrol qui officiait jusqu'à maintenant à Saint-Leu. Elle va rejoindre l'association Ressac et les surveillants seront beaucoup moins nombreux sur l'eau. Pas de quoi effrayer le président de la Ligue de surf. Pour moi, l'emploi de vigie n'était pas un métier d'avenir, c'était une passerelle pour les vigies. Ça a duré presque 11 ans. Vous savez que, comme vous le savez tous, on a surfé avant la vigie, avant 2011. J'espère que demain, on continuera à surfer sans la vigie. La dernière attaque de requin contre un surfeur remonte à 2019. D'un fort engouement, les restaurants végétariens ont la cote. Manger sainement et éliminer les fast-food de sa vie est devenu une priorité pour beaucoup, puisque prouvé scientifiquement, cela augmente l'espérance de vie, réduit le risque de diabète de type 2, maladie cardiaque, cancer également. Pourtant, il n'y a pas que des avantages à manger végé, comme nous l'explique Victoria Karlamov.
En 2023, en France, 1,4 million de personnes se déclarent végétariennes, un chiffre qui a probablement évolué au cours des 2 dernières années. Dans ce restaurant du port, on suit la tendance. Ouvert depuis 2 ans, tous les midis, on propose des menus 100% végétariens. Ça faisait 2 jours que je n'avais pas mangé un légume, donc aujourd'hui je me suis rattrapé sur le resto végé. Ça permet d'éviter justement d'acheter des produits pour la peau, pour faire recours à la chirurgie esthétique par exemple plus tard. Je trouve ça plutôt pas mal d'avoir des endroits où on peut manger correctement et puis si ça augmente l'espérance de vie, je vivrai longtemps là. Ça fait augmenter l'espérance de vie. Espérons quoi, hein. Donc il faut manger sainement. Des établissements végétariens comme celui-ci sont de plus en plus nombreux. On y propose des plats équilibrés à base de produits locaux et de saison. Souvent l'a priori autour du végétarien, c'est qu'on peut manger que de la salade et des graines, ce qui est complètement faux. Effectivement, je pense qu'il y a forcément une chance de mieux vivre en mangeant végétarien. Je pense que de toute façon, il y a plein de gens qui sont sur cette lancée-là. Une étude récente de l'ANSES montre qu'une alimentation végétale riche en fruits, légumes et céréales complètes peut contribuer à augmenter l'espérance de vie. L'avantage des régimes végétariens aujourd'hui est connu. Le premier, c'est déjà un risque faible d'être atteint du diabète. Les preuves là sont modérées, mais c'est également un risque faible d'être atteint de certains types de cancers, notamment le cancer de la prostate. En face de ces avantages, on a aussi des inconvénients, notamment un risque beaucoup plus élevé pour les fractures, on va dire, osseuses. Toutefois, il est essentiel de veiller à un équilibre nutritionnel pour éviter les carences, notamment en vitamine B12, en fer et en oméga 3. Chez nous, ils sont beaux, ils sont colorés et seront les stars du Nouvel An tamoul qui débutera donc ce lundi 14 avril. À 2 jours des festivités, l'heure est aux préparatifs, mais surtout à l'achat des saris, tenues traditionnelles de l'événement. Pas choisi au hasard, la course a commencé dans les commerces. Illustration avec Victoria Karlamov. Pour débuter la nouvelle année, les familles se réunissent autour de rituels ancestraux, bains de purification, offrandes, prières et moments de partage. Mais avant de commencer ces célébrations, place aux préparatifs dans les magasins. Là, on est venu avec ma maman, on est venu chercher quelques articles pour une cérémonie qui commence ce soir. Nous, au niveau du temps familial, du camphre, oupati, du parfum, du miel. J'ai acheté une robe, j'ai acheté de quoi mettre un plateau, sambou, c'est quelque chose pour mettre le lait dedans, pour porter, pour faire le carré de feu et tout. On prend aussi soin de soi, il est de tradition de s'apprêter et d'acheter de nouveaux vêtements. C'est l'occasion de bien commencer l'année, donc du coup on achète un vêtement tout neuf, et on nettoie la maison et on fait des gâteaux, on rend visite à la famille. Oui, c'est une étape importante, oui, c'est un jeu important, du coup oui, on a plus de monde que d'habitude, effectivement. Ce qui vend le plus, c'est surtout les Punjabi, ce sont les tenues un peu plus pratiques en fait, c'est-à-dire c'est une tunique plus un pantalon assorti à une écharpe. Sinon il y a aussi le classique, c'est le sari, que les gens aiment bien mettre aussi. Et ensuite, ceux qui commencent à vendre un peu plus encore, ce sont les lengas, ce sont les ensembles jupes en fait. Les dames, elles aiment bien se faire belle à ce moment-là, et donc elles achètent les parures, les bracelets, les bijoux de tête aussi en fait. Les boutiques se préparent à cette effervescence et dans les rayons, les tenues colorées et élégantes attirent les familles venues faire leurs achats pour l'occasion. Hier du chocolat pays, mise à mal encore une conséquence directe du passage du cyclone Garance. Edwin Payette voit sa production d'1 hectare complètement rasée. Plus de pieds de cacao avant 1 an. Les dégâts avaient déjà été importants après Bellal. Hausse du prix du kilo attendu. Reportage Victoria Karlamov. Le cyclone n'a laissé que très peu de répit. Sur son passage, les plantations ont été mises à rude épreuve et le cacaoyer n'a pas été épargné. À Saint-Benoît, chez Edwin, les dégâts sont considérables. Ces arbres sont déracinés, les cabosses arrachées, plusieurs mois de travail partis en fumée. Avec ce cyclone-là, automatiquement, tout a été cassé, toute la floraison a été perdue et même certains arbres ont couché, même cassés. Et donc aujourd'hui, on subit encore une 2e année de suite. C'est 1 hectare, c'est 1 hectare en tout. On a perdu 1 hectare, moi j'ai 1 hectare de cacao, 1 hectare perdu en fait. La floraison, la récolte, on a perdu la récolte cette année. Mais à quelques kilomètres de là, chez un autre agriculteur, le constat est tout autre. Les cacaoyers ont résisté, abrités par la végétation. Ils ont résisté au cyclone pour 2 raisons. Comme vous voyez ici, c'est un environnement agroforestier
qui est bien protégé. Donc les plants ils sont protégés déjà d'une part de par les arbres de couverture qui les protègent. Et la deuxième raison, c'est que ces plants, en fait, on a de la chance, on est ici dans la rivière Langevin, dans le lit de la rivière Langevin. Le cyclone n'a pas été très fort ici. La Réunion cultive 8 hectares de cacao répartis entre 18 exploitants pour une production annuelle de 5,5 tonnes de fèves. Avec l'augmentation de 170% du prix du cacao en 2024 et l'impact du cyclone, les coûts de production risquent d'augmenter. Les pertes ne sont pas encore chiffrées, mais une hausse des prix paraît inévitable. Évoque une piste, elle s'inspire de ce qui se fait déjà en Allemagne, rembourser les soins en fonction des revenus des assurés. Alors comment ça marche? Réaction, explication avec Victoria Karlamov. Et si demain vos soins n'étaient plus remboursés de la même façon, c'est la proposition choc de la Cour des comptes, faire payer davantage les Français aux revenus les plus élevés, une idée qui rend les avis mitigés. Je pense que c'est une bonne proposition. J'estime que si on a plus d'argent, on doit payer un peu plus que ceux qui n'en ont pas. Parce que c'est toujours pas évident pour les gens qui ont un SMIC, qui n'ont pas de boulot et payer les médicaments alors que c'est à des prix vraiment de plus en plus chers, quoi. Le problème, c'est que je trouve ça pas normal. On paye la sécurité sociale, on paye la mutuelle. Et là, si le remboursement, il faut regarder encore les revenus, on est perdu. Je trouve que c'est vraiment nul parce qu'on paie des mutuelles très très chères. Et la plupart des médicaments ne sont plus remboursés correctement. Donc en plus, nous, on est seniors, ça ne nous arrange pas du tout. Cela signifie moduler les remboursements en fonction du revenu fiscal. Un acte chirurgical, une boîte de médicaments ou même des lunettes seraient moins remboursés si vous gagnez plus. Il faut vraiment pouvoir peser le pour et le contre, envisager toutes les situations et se dire qu'est-ce qu'on fait dans tel ou tel cas. Et moi, je ne suis pas du tout favorable à ce que la Cour des comptes se mette à faire de la politique, ce qu'elle n'est pas censée faire. L'objectif, contenir un déficit de la sécurité sociale qui ne cesse de se creuser, avec près de 20 milliards d'euros attendus d'ici 2028 et un budget de l'assurance maladie toujours plus lourd, plus de 265 milliards d'euros prévus pour 2025. Entre équité, efficacité budgétaire et risque de fracture sociale, la question est posée. La santé doit-elle rester la même pour tous, quel que soit le revenu ? L'inauguration d'un nouvel ascenseur. On écoute Gérard Françoise, président, directeur général de la Sodiparc, Erika Barèche, maire de Saint-Denis, interrogée par Victoria Karlamov. Premières impressions et présentation devant la caméra de Victoria Karlamov. Après 5 années d'attente, l'ascenseur panoramique reliant le quartier du bas de la rivière au centre de Saint-Denis a enfin été inauguré. Avant, pour atteindre le sommet, il fallait affronter plus de 102 marches, ce qui gênait les passants au quotidien. C'est une bonne chose que ça ait été réparé parce que je galérais pour remonter ici souvent quand je finissais mon service. J'ai la phobie de l'ascenseur, mais je prends quand même. Et là, j'ai été de passage, donc j'ai profité. Puis ça a facilité aussi les gens à prendre l'ascenseur à tout moment, au lieu d'emprunter les escaliers. Il fallait carburer le matin. Le nouvel ascenseur peut transporter jusqu'à 500 personnes par heure. Il est contrôlé en temps réel, surveillé à distance et relié directement au centre de supervision de la police municipale. Un ascenseur facilitant l'accès aux principaux arrêts de bus situés à proximité. En arrivant donc sur cette place-là, on a directement un pôle d'échange multimodal, donc avec les bus, avec des vélos, avec un parking. Tout ça pour donner du sens aussi à la mobilité. C'est vraiment un outil qui permet le décloisonnement d'un quartier du bas de la rivière. Un chantier d'envergure à 264 000 € qui redonne souffle et accessibilité à tous les habitants. Un concours suivi par Victoria Karlamov. 4 élèves, une équipe, 2 cuisiniers et 2 serveurs. Leur mission, impressionner le jury en valorisant les produits locaux et en montrant le lien entre cuisine et salle. Personnellement, moi je trouve que c'est une bonne expérience pour mes futurs projets. Et c'est bien aussi de le mettre sur Parcoursup, c'est toujours un petit plus. Pour moi, c'est mon deuxième concours et ça représente beaucoup parce que j'ai été suivi par mes profs qui nous ont beaucoup aidés dans cette recette et dans la préparation de notre plat. Le concours, c'est une opportunité pas comme les autres parce que on a l'occasion de s'exercer, montrer ce qu'on sait faire. C'est déjà une première grande expérience pour moi de pouvoir participer à un concours et ça m'entraîne un peu moins à gérer un commis pour l'épreuve du bac de l'année prochaine. Motivés, passionnés et déterminés, les élèves du lycée hôtelier Christian Antou visent l'excellence. Et cette année, ils sont prêts à tout pour se faire une place parmi les meilleurs. Plus tard, j'aimerais être un grand barman
Moi, j'ai pour objectif de devenir meilleur ouvrier de France. Professeur de restauration. Moi, c'est soit continuer sur un MC barman, soit devenir sommelier. Battle Pays réunit 7 équipes qui s'affrontent dans une compétition intense répartie sur 4 épreuves, couvrant la salle, le bar et la restauration. Derrière ce concours, une équipe pédagogique engagée qui guide les élèves avec rigueur et bienveillance pour les préparer au monde professionnel. Les élèves ont un très bon niveau et puis l'intérêt, si vous voulez, de ce concours, c'est qu'il est ouvert en fait aux différentes formations, en partant du CAPI jusqu'au BTS. Très souvent existent des concours de cuisine, mais très rarement des concours de cuisine et de restaurant. Et ce concours, on a vraiment une émulation, on a du dynamisme, on a de l'envie. Et puis voilà, comme le lycée Christian Tout, on essaye de tourner vers l'excellence et on se rend compte qu'il y a vraiment une émulation et un vrai plaisir de participer à ce genre de concours. Un défi qui permet aux élèves de collaborer, de dépasser leurs limites et de vivre une expérience unique entre compétition et esprit d'équipe. Mais d'abord, jamais depuis 1989, l'inquiétude autour de l'état de nos récifs coralliens n'avait été aussi forte. Depuis le passage du cyclone Garance, les coraux ont été durement frappés. 20% supplémentaires auraient été détruits, notamment à cause de coulées de débris sous-marins. Les experts de la réserve marine tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. De Saint-Gilles au bassin de Manapani, illustration avec Victoria Karlamov. De la grande barrière de corail en Australie aux côtes du Brésil jusqu'au lagon de la Réunion, les récifs coralliens souffrent. Fragiles, ils ne résistent plus face au réchauffement climatique, à la pollution et à la pression croissante des activités humaines. Pour Bruce Covin, c'est un événement alarmant du jamais vu depuis 1989. Donc c'est un peu le scénario catastrophe. Donc les coraux ont blanchi, donc ils sont malades, ils sont fatigués, affaiblis. Et en plus, ils ont eu des coulées de boue qui ont détruit, qui ont endommagé 100 hectares de récifs coralliens et détruit 40 hectares de récifs coralliens. Voilà, on n'est pas très optimiste sur la reprise de ces coraux. On espère dans 10, 20 ans, mais ça va peut-être prendre des dizaines d'années. Ici, dans le lagon de la Saline, les coraux sont presque tous morts avec le passage du cyclone et les eaux chargées venues des ravines. Sur le terrain, le biologiste Jean-Pascal Code observe les dégâts et part à la recherche d'un espoir. Des coraux plus résistants qui pourraient tenir là où d'autres sont morts. On les appelle les super coraux. Et actuellement, on observe plutôt une majorité, surtout derrière nous, là, sur cette station Reef Check qu'on appelle Livingstone Sud. On a une mortalité de quasi 100% des coraux. On est en train de repérer ce qu'on appelle les super coraux. Ces super coraux, ce sont des coraux qui auront à la fois résisté au blanchissement et à Garance pour en comprendre les mécanismes physiologiques. Là, donc on sera dans de la recherche. Donc c'est un phénomène qui est quand même global, régional. Et aujourd'hui, évidemment, quand il y a des facteurs de stress supplémentaires, les coraux sont plus fragiles et vont blanchir et mourir plus facilement. Parmi les coraux blanchis, quelques résistants, les super coraux tiennent bon. Reste à savoir pour combien de temps. C'était il y a 78 ans, en avril 1947. Le village de Bois-Blanc vivait l'un des drames les plus marquants de son histoire. Une ravine sort de son lit, elle emportera avec elle 9 victimes. Aujourd'hui, la mémoire reste vive. Des témoins comme Augusta Martin, rescapé du drame, et spécialistes comme Alain Bertil nous racontent cette nuit tragique. Un retour sur les faits avec Victoria Karlamov. C'était terrible ça, terrible. Ouais. C'était la catastrophe. Et ça, je l'ai fait plus pitié. Ma vie est dans le camion. Alors tout le monde était rangé sur le bord de la route et regardait avec pitié et regardait ces gens-là. Une femme enceinte a retrouvé elle quand même 2 jours et demi après. Dans la nuit du 8 au 9 avril 1947, la ravine de Bois-Blanc sort de son lit. En quelques instants, les flots déchaînés emportent tout sur leur passage. Des maisons et des vies. Bilan 9 morts, c'était il y a 78 ans, mais la mémoire, elle, reste vive. Augusta avait 11 ans lorsque le drame a eu lieu. Aujourd'hui, elle en a 89 et elle s'en souvient comme si c'était hier. Et j'avais une copine, c'est moi qui amenais à l'école. Elle y appelait Céliane et son frère y appelait Joseph. Et c'est dans la nuit, l'eau l'a passé dans la maison. Et puis, voilà qu'elle est partie. Cette famille est partie, la maman et 2 enfants. Alors pour moi, ça c'est un drame que j'oublie jamais. Bien sûr, quand il voit de l'eau, il arrive dans la maison, il enlève toute sa nana, il faut les rouvrir les portes pour faire partir toutes les choses qui étaient dans la maison, toutes les théâtres comme ça, comme les tables, les chaises.
Mais il faut ouvrir la porte, tout est parti. C'est l'effondrement du cratère Nelson, un ancien volcan qui aurait bouché la ravine. Pour Alain Bertil, passionné de volcanologie, ce phénomène n'appartient peut-être pas qu'au passé et pourrait se reproduire. Il avait beaucoup plu et il est probable qu'il y a eu un embâcle qui s'est formé sur cette ravine et qui a fini par céder. Et toute l'eau, une quantité très importante, a dévalé la ravine et sorti de son lit, a traversé le village et a provoqué cet événement. Les scientifiques qu'on a interrogés nous disent qu'un événement qui s'est produit, géologique, se reproduira. Et c'est ce qu'on pense aussi. En cas de formation d'embâcle et d'un lac de retenue en recul, un scénario similaire à celui de mars 1947 ne peut être exclu. En hommage aux disparus, une plaque commémorative gravée de leur nom a été érigée devant la ravine de Bois Blanc, à l'endroit même où le drame a marqué les mémoires. La visibilité sous-marine reste très mauvaise et le risque d'attaque est jugé élevé à Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu notamment. La prudence est donc plus que jamais de mise. Et vous, qu'en pensez-vous? Reportage Les Pieds dans le Sable avec Léa Googleman. Le centre sécurité requin appelle à la prudence. La mer reste trouble malgré le retour du beau temps. Et sur place, certains usagers de la mer restent vigilants. Après, on se baigne dans les lagons et on prend pas de risques ailleurs, c'est tout. Ouais, après, il faut éviter de s'éloigner comme dans tout. Il y a toujours un peu de risque quand on commence à aller un peu trop loin. Mais c'est très très risqué par rapport aux petits gamins, ou même aux gens qui ont l'habitude de se baigner sur la plage. Ouais, ça fait peur quand même. Parce qu'il peut nous manger. Et là, c'est pas la période pour laquelle je sortirai le canoë en ce moment par rapport à ce risque-là. Et en ce moment, je fréquente pas mal de surfeurs qui ont des écoles et tout. Ils n'arrêtent pas de me tanner pour me motiver, viens on va surfer et tout. Mais je suis pas à l'aise quoi. Donc je me pose la même question, est-ce que les gens ils se sentent en sécurité? Les fortes pluies ont entraîné dans l'océan de la boue, des déchets et toutes sortes de matières organiques. Résultat, une eau opaque, propice au passage des requins, tigres et bulldogs. Certains, malgré tout, ne perçoivent pas vraiment le danger. Après moi je plonge, donc là en plongée généralement on va toujours dans les zones qui ne sont pas surveillées et on n'a jamais eu de risque lié à la plongée. Et les requins. On sait qu'il y en a dans certaines zones, mais en plongée, nous, on en croise rarement et on aimerait bien en croiser un peu plus. Après, je pense que c'est bien aussi de respecter le milieu sauvage dans lequel on vit. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on a énormément de vigies requins, par exemple, pour les surfeurs et tout, mais peut-être faire plus de vérifications sur les lieux de plongée pour éviter du coup ce risque-là. Juste tout à l'heure, je suis parti derrière l'espèce de partie protégée et je sais qu'il y a un certain risque du coup de se faire attraper par un requin, mais je sais que le risque est très faible. Alors pour se baigner en toute sécurité, direction le lagon, la piscine de Boucan ou celle du Baril à Saint-Philippe. Et pour nager sans souci, Boucan et étang salé restent protégés par des filets. Et vous venez donc d'entendre un reportage de Victoria Karlamov, vous l'aurez compris, prudence de mise sur les plages. Que serait Pâques sans ces traditionnelles chasses aux œufs? Ce dimanche matin à Saint-Leu, une grande chasse gratuite et festive a été organisée pour les enfants accompagnés de leurs parents. Un moment ludique dans le parc 20 décembre avec des œufs factices à échanger contre du vrai chocolat. Victoria Karlamov y a participé. Reportage. Attention, prêt, partez, c'est la grande chasse aux œufs de Saint-Leu. Des centaines de marmailles accompagnées de leurs parents sont venus avec un seul objectif, trouver le plus d'œufs possible. J'adore courir et j'aime bien ramasser. Pâques, c'est le meilleur moment de l'année. Je pense que j'en ai ramassé 15. J'en ai trouvé 2. 15. C'était pour organiser pour que les enfants s'amusent, pour faire un peu d'activité dans Saint-Leu. Partout dans le parc, les œufs sont cachés, sous les arbres, dans l'herbe, derrière les buissons. Un vrai terrain d'aventure. Ce qui anime les parents autant que leurs marmailles. Le concept, il est bien, en plus c'est gratuit, donc voilà, les enfants peuvent quand même chercher les œufs et après voilà, c'est bien je trouve. J'ai venu avec mes petits-enfants, ma belle-fille, mon garçon et je me sens très très bien. Pour que tout le monde s'amuse en toute sécurité, la chasse est divisée, les petits de 1 à 5 ans d'un côté et les plus grands de l'autre. Pas d'inquiétude, eux ou pas dans le panier, chaque enfant repart avec ses chocolats. Un constat dressé par Romain Guest, Amélie Deschères et Victoria Karlamov. Les précisions avec Sébastien Saminadin et Victoria Karlamov. On fait le point avec Gaëtan Payette et Victoria Karlamov. À la Cayenne, Inès Esnault et Victoria Karlamov.
en échange avec les pompiers de la caserne de Saint-André pour comprendre la situation. Pour l'instant, une zone d'ombre persiste sur les circonstances de sa disparition. Les gendarmes de l'identification criminelle se sont rendus sur les lieux. Des analyses vont avoir lieu pour pouvoir identifier l'individu. Elles permettront d'en savoir plus sur cette affaire.